Bienvenue les amis, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout ce que tous les Lutétiens pensent tout bas. Eh oui, on nous attendait plus comme l'Inquisition espagnole, voilà que Judas débarque, inattendu évidemment. On est là pour commenter tout ce qui s'est passé sur le deuxième tiers de la saison. Je vous l'avais promis cette vidéo. J'ai mis du temps parce que comme je vous disais sur le forum, je peins. Je peins. Regardez, bande de médisants. J'ai fini enfin mon pacte. Je vous mets la petite vidéo de mes figues. Bon, ok, il reste les socles à faire. J'avoue, il reste les socles à faire. Mais c'est pas on slap chop. Ok, c'est pas on slap chop. Mais franchement, le slap chop, quelle technique merveilleuse. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Je peux faire une petite vidéo très courte sur comment faire du slap chop. Pour rien vous cacher, une figue, si on s'y prend bien, c'est allez, grosso modo, une demi-heure pour tout peindre en partant de la sous-couche. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Allez, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler évidemment du deuxième tiers de la saison. On va voir tout ce qui s'est passé durant ce deuxième tiers. Cette vidéo, elle va être vraiment concentrée et elle va être vraiment dédiée à cette partie de la saison, le deuxième tiers. Et évidemment, dans une vidéo qui viendra très vite, là je vous le promets, on parlera des 10 journées qui se sont écoulées. On fera un bilan général des 10 journées qui se sont écoulées et puis évidemment un bilan individuel pour chacun des coachs. Allez, sans chichi, sans blabla, sans tergiversation, on regarde tout de suite ce qui s'est passé sur la fin de saison et ensuite on fera un bilan de la forme des rosters sur les 5 journées écoulées, puis on fera une analyse des stats générales bien sûr. À tout de suite. Eh oui, en premier lieu, il faut quand même qu'on parle de quelques événements qui sont passés sur la J9 et la J10 dont on n'a pas parlé. Évidemment, je le verrai et je détaillerai ce qui s'est passé sur ces 2 journées plus tard dans la vidéo. Mais quelques petits détails, quelques petites précisions parce qu'on a eu une J9 et J10 de dingo. Une fin de deuxième tiers vraiment stratosphérique. Regardez-moi ce match entre Aredel Eddy et Scarabée. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis mal, qu'est-ce qu'ils lui ont mis cher à Scarabée. Il s'est pris vraiment plein dans la tronche par les deux Scaven. Malheureusement, Aredel et Eddy n'ont pas su rebondir et suivre la lancée qu'ils avaient réussi avec ce match de folie. 5 touchdowns à 0. C'est le plus gros score de la saison pour l'instant. Ça s'est déroulé à la 9e journée. C'était de la folie pure, de la folie furieuse. Le pauvre Scarabée, il a eu du mal à s'en remettre. Mais c'était un match magnifique. Regardez-moi ce score 5-0. 5 touchdowns avec des coureurs d'égout qui pexent comme des sagouins. C'était vraiment magnifique. Mais la 9e journée, elle nous a donné aussi lieu à une confrontation entre 2 superbes, ou 3 je dirais, 3 superbes champions. D'un côté, Olivier Dulac qu'on ne présente plus, et de l'autre côté, la doublette Martoni et l'UX. 3-3 entre ces 2 équipes. Énorme score. Alors, on aimerait bien avoir plus de détails de leur part sur comment ça s'est déroulé, parce que 3-3, avouons que c'est pas... que ça arrive pas souvent... Déjà au Blood Bowl et surtout dans notre ligue de bourrin, 3 partout, c'était un match de dingue aussi, un match de folie. Ça a dû, les actions ont dû aller dans tous les sens entre les O-Elf et les petits slans qui sautent dans les cages. Ça a dû être un truc de fou furieux encore une fois. Donc j'espère qu'ils nous en parleront lors de la fameuse soirée annuelle organisée par Nabolo. N'oubliez pas, ça me permet de le placer celle-là. N'oubliez pas que le dernier mardi du mois de mars, Nabolo organise la réunion de tous les vétérans lutétiens, la réunion de tous les coachs qui le souhaitent et qui peuvent venir boire un coup et discuter des stratégies, discuter des tactiques, discuter du méta, discuter de la vie, mais surtout boire des coups entre potes. Donc voilà, n'hésitez pas, toutes les informations sont sur le forum, donc c'est par là que ça se passe et on se voit le dernier mardi du mois de mars, évidemment. Alors la J10, c'était aussi l'occasion d'un match
entre les deux derniers champions de la Lutèce. Il faut en parler parce que Garden a eu l'avantage sur SSB. Les deux, l'avant-dernier et le dernier champion s'affrontaient, les Amazones contre les Slan. Garden a gagné. La difficulté, alors certains le savent ou pas, peut-être, la plupart le savent. En vrai, SSB n'a pas joué ce match. SSB, en vrai, il a arrêté. Il a tout simplement arrêté. Il a décidé d'arrêter la Lutèce, d'arrêter un petit peu le Blood Bowl, mettre les distances entre lui et le Blood Bowl. Trop de Blood Bowl tue le Blood Bowl en fait. Donc, non, mais pour des raisons perso, SSB a décidé de stopper. C'est très dommage parce qu'on n'aura pas le champion de l'année dernière qui fera toute la saison. Donc les matchs sont mercénarisés, d'où vous avez bien vu la baisse de forme de l'équipe de Slan de SSB, puisque in fine c'est vraiment des mercenaires qui le jouent. Alors ils essayent de la jouer sérieusement, son équipe évidemment. Bon, malgré tout, c'est pas leur équipe, donc il y a forcément un peu de déperdition au niveau de l'engagement, au niveau de l'envie, et ça se ressent sur le résultat de l'équipe de SSB, puisque celle-ci n'a connu que des défaites sur le deuxième tiers, mais on en parlera de tout ça dans les analyses individuelles des coachs. Quoi qu'il en soit, belle opposition entre l'avant-dernier champion et donc du coup l'équipe du dernier champion, l'avantage à Garden. Et puis un autre match dont je voulais parler parce que ça se jouait les gros bras, ça annonçait de la bagarre dans tous les sens. Ils allaient se refaire les fesses, les deux poteaux. Blat Malodorant qui rencontrait en J10 son ami, son pote avec lequel il s'est inscrit à la Lutèce, à savoir Alaric. Blat Malodorant promettait l'enfer à son meilleur pote. Alaric ne restait évidemment pas de marbre et ne restait pas silencieux et tentait tout autant son pote. Et finalement, l'opposition entre les deux a accouché d'un match. Alors certes, il y a eu quelques sorties, mais d'un match plutôt gentil entre les deux, on va dire. Ça se finit sur une égalité, quelques sorties par-ci par-là. Un pauvre halfling seulement de décéder. Franchement, les gars, vous auriez pu faire mieux. Hein. Honnêtement, vous auriez pu faire mieux. Ça sentait bien qu'en réalité, c'était des grandes gueules, mais ça s'est joué plutôt en gentleman. Donc voilà, la prochaine fois, j'espère plus de sorties. Honnêtement, j'espère. Alors après, peut-être le dé n'était pas là. C'est très probable, hein, c'est très probable. Mais in fine, voilà, ça a beaucoup tenté, ça a beaucoup parlé pour finalement pas grand-chose. Bon, on verra par la suite parce que Alaric, lui, il joue la qualification playoff. Pour la Blade, c'est un peu déjà fini comme pour le 2 tiers des coachs, hein, avec moi dedans. Et voilà. On espère que la fin de saison, elle sera quand même un peu plus sanguine de la part de Blat Malodorant, qui a déjà une équipe vraiment très, très bien construite. Donc voilà. Faut mettre du rentre dedans là, la Blade. Faut y aller là. Hein. Faut pas faire comme avec son pote Alaric là où on a joué les petits bras en réalité. Voilà, donc magnifique, vous voyez quelques résultats vraiment sympathiques. On va avoir tout de suite dans les stats, mais avant ça, je voulais parler d'un dernier point essentiel à mon sens. Vous savez bien que la saison 3 du Blood Bowl Online, c'est terminé. Vous savez bien que la saison 4 a commencé avec les Elfes Sylvains, notamment le roster Elfes Sylvains qui est apparu donc, dans la version numérique de notre jeu préféré. Maintenant, attention, la saison 3, elle n'est pas finie. Il y a les playoffs qui ont été lancés. Et là, il y a eu un drama, une véritable dramaturgie shakespearienne, on peut dire, voire cornélienne. Pourquoi ? Parce que il y a eu un tirage au sort des 64 qualifiés. On commence par les 32e de finale. Je vais vous afficher le tableau. Voilà le tableau où vous avez tous les 64 coachs de qualifiés qui sont classés. Sauf que, figurez-vous que un jour après, Nacon, qui est l'éditeur du jeu, n'a rien trouvé de mieux que une fois que le tirage a été fait, que demander au coach qui avait plusieurs équipes de qualifiés laquelle il voulait jouer. Donc les mecs, ils avaient 3 équipes de qualifiés, ils ont choisi une autre équipe. Ce qui a fait que ça a un petit peu chamboulé le tirage au sort, parce qu'il y avait, dans les règles, il y avait que la première équipe de chaque roster qui était qualifiée, et après on prenait en fonction du classement au ladder. Donc si les mecs prenaient une équipe qu'ils avaient qualifiée parmi les 3 qualifiés qui étaient inférieure à leur première équipe qualifiée, eh bien ça chamboulait tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça chamboulait tout. Et donc les mecs, au lieu de garder le
classement tel qu'il était, en tout cas le tirage tel qu'il était, ils ont refait un tirage. Ils ont refait un tirage, c'est-à-dire que les mecs qui avaient plusieurs équipes, ils ont pu voir contre qui ils tombaient. Si ça leur plaisait pas, bah, ils disaient bah non, finalement je vais pas jouer ce roster, je vais jouer un autre roster. Ça refaisait un tirage au sort. Et figurez-vous que dans ce deuxième tirage au sort, nous on a 2 Lutétiens de qualifiés, Ashram et Olivier Dulac. Figurez-vous que dans ce deuxième tirage, Ashram et Olivier Dulac tombaient l'un sur l'autre, s'ils se qualifiaient, dès le deuxième tour des playoffs. Donc vous imaginez le drame. Forcément, ça a gueulé. Alors, je dis pas que c'est Olivier ou Ashram qui ont gueulé. Moi, j'ai fait un petit commentaire sur le Discord officiel en disant dites donc, est-ce que c'est normal ça, les gars? Est-ce que c'est normal? Au final, les mecs qui ont le Nakon a dit non, mais c'est bon. En fait, ce qu'on va faire, on va donner à quelques coachs bien connus du Landerneau, Blood Bowl-esque, la main sur l'organisation des playoffs. Et les mecs, heureusement, ils ont compris. Ils ont remis le tableau initial, enfin le tirage initial, ils ont repris le tirage initial qui avait eu lieu la première fois, et ils ont remis les coachs dans les bonnes positions. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a en réalité 2 Lutétiens qui sont qualifiés, plus un troisième ancien Lutétien, mais qui est toujours dans les parages, vous le connaissez bien. Si vous regardez bien, on a donc Ashram qui est quelque part par là. Alors, je fiche sur mon deuxième écran. Il est où mon petit Ashram? Alors, paf, il est là. Il est dans le haut du tableau. Il est là. Il joue contre. Vous voyez, il s'est qualifié à la 5e place quand même. Petit bâtard, Ashram, bien joué à toi. Il jouait, je crois, contre Miss Tree. Je ne sais pas ce que ça a donné. On saura ça très vite. Et heureusement, Olivier Dulac n'est pas dans cette partie haute du tableau. Il joue contre Magellan. Il est plus bas, il est ici. Il joue contre Magellan. Il y a de belles parties qui risquent d'arriver. Il peut tomber très vite contre Crystal Hunter, qui est un coach très connu aussi du Blood Bowl Online. Alors, le troisième Lutétien, il est là. Le petit Darky est là. Bravo Darky aussi, qualifié avec ses morts-vivants. Il est là. Il joue contre un Pastel de Carne. Je crois que c'est un Espagnol de mémoire, hein, je crois. En tout cas, c'est un nom contre qui je crois que j'ai joué déjà. Hein, un très bon coach. Et surtout, s'il passe, il va avoir Artemis Black, à mon avis, qui va se qualifier. Il va avoir Artemis Black dès le deuxième tour des playoffs. Donc, ça annonce vraiment de très, très, très beaux matchs. Bon, on espère vraiment que Olivier Dulac et Darky et Ashram dans le haut du tableau se qualifient et vont aller le plus loin possible. Après, il y a un autre match qui va être très très sympa entre 2 énormes chouineurs, peut-être les plus gros chouineurs de Blood Bowl Online. On a un match dès le premier tour, dès les 64e de finale, pardonnez-moi. Albichon contre alors, j'ai toujours du mal, Locragen. Pour ceux qui les suivent, l'un sur Twitch, Albichon, et l'autre sur YouTube, Locragen. À mon avis, ça va chouiner dans tous les sens. Donc, un match à regarder pour ceux qui le peuvent. On va bien se marrer là-dessus. Bon, bref, j'en termine là, mais c'était un vrai drama sur la fin de cette semaine au niveau du Blood Bowl Online. Nakon, ils font vraiment n'importe quoi. Déjà que leur jeu, il est pas mal buggé quand même, parce que là, en faisant quelques parties avec le nouveau roster, il y a quand même pas mal de bugs, notamment l'homme arbre, des elfes sylvains, il a Timber quand même. Hein. Il a Timber, ils n'ont pas enlevé le Timber. Donc pour l'instant, j'espère qu'ils vont faire rapidement un patch dessus, parce que c'est pas possible. Et puis bon, on va suivre ces playoffs avec grande attention. Allez, c'est bon, j'en arrête là avec les infos. Passons tout de suite à l'analyse de la forme des rosters, rapide évidemment, parce qu'il y a tellement d'infos à donner que ça va être la folie furieuse. À tout de suite. Alors, commençons par le commencement en regardant quels sont les rosters qui ont vraiment performé sur le deuxième tiers de la saison. Et rien de mieux que pour l'analyser que de démontrer quels sont les rosters qui ont pris le plus de points par journée jouée, tout simplement. Nombre de points par journée.
Ça rejoint aussi le tableau, évidemment, que je vais projeter, le tableau de Courchevel, qui vous permettra d'analyser également le pourcentage de points pris jusqu'à la J10, même si son tableau ne se focus pas sur le tiers 2 uniquement, mais se focus sur la totalité des 10 journées jouées. C'est pour ça que on en parlera plus en détail lorsqu'on fera l'analyse de la totalité des 10 journées déjà jouées. En tout cas, sur le tiers 2, vous voyez bien, avec mon tableau, c'est la lutte des tableaux, le combat des tableaux entre celui des Courchevel et les miens. On voit bien que le roster qui a le mieux performé sur le deuxième tiers, c'est les Renégats du Chaos. Presque 2 points par match joué. Et ouais, Ashram qui domine tout, qui est parmi les premiers. Je m'en sors beaucoup mieux, moi, pour ma part, que sur le premier tiers. Et puis Bocler et Yaouch, quand même, qui remonte la pente, qui avait 0 points à l'issue de la 5e journée et qui pointe à presque 10 points à l'issue de la 10e journée. Bon, on a tout défouraillé, nous les Renégats, on s'est bien démerdé. Et on fait partie du meilleur roster, du roster le plus performant. Et on verra après dans l'analyse des stats. Ouais, on a quand même pas mal parfait. Alors les deux autres rosters, évidemment, qui sont les rosters qui foncent depuis le début de la saison, ce sont les Amazones et les Skaven. Les Skaven étaient le meilleur roster sur le premier tiers, 1,83 points de prix. Là, ils ont un petit peu baissé, 1,76. C'est normal. On sait très bien que les Skaven, c'est une Formule 1, ça fonce tout de suite, mais plus la saison avance, plus ça perd de l'essence, et plus la gomme des pneus est usée et s'enfonce moins bien. Il n'empêche qu'il reste le troisième roster le plus performant avec 1,76 points par match pris. Et les Amazones, c'est vraiment stagnant. Ils étaient 4e à l'issue de la 5e journée et les coachs et les Amazones, passent 2e, 1,84 points de prix par équipe et par match. Résultat d'autant plus performant qu'il y a quand même 5 équipes d'engagés alors que les Renégats ne sont que 3. Donc c'est toujours plus difficile à perfer quand il y a plus de rosters d'engagés. Ça vaut aussi pour les Skaven. Ensuite, un roster qui ça y est, il a commencé à perfer. Alors, c'est un roster multiple parce que ce sont les unions représentées athlétiques ou bagarreurs. Hein. Encore une fois, je répète, les Kemri, les Nurgle de Fracas, les Chaotiques de Dritz et les nains. Alors, c'est évidemment, la performance est belle grâce à Dritz et à Zaiko avec ses Kemri qui remontent énormément la pente, qui sont en passe de se qualifier pour les playoffs. Donc vous voyez, le gap est immense entre le tiers 1 où ils ont fini à 1 point pris par match et le tiers 2 où ils ont pris 1,55 points par match. Donc ils ont vraiment presque, pas doublé, mais ils ont vraiment un match sur 2 gagné en plus par rapport au premier tiers de la saison. Les nains du chaos, par contre, perdent pas mal. Ils étaient le deuxième roster le plus performant sur le premier tiers. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, même s'ils restent dans le top quand même. Ils restent dans le haut du panier, mais on voit que la forme a pas mal baissé pour les nains du chaos. Alors, chez les nains du chaos, il y a du tout. Il y a ceux qui performent très bien, Magus, Sebotuno évidemment. Le doc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi là, le doc ? C'est vraiment la cata chez le doc. Et c'est probablement à cause de lui que les nains du chaos perdent beaucoup. Ensuite, on a les orques, toujours là où on les attend. C'est plutôt moyenasse. Ils ont des journées avec, ils ont des journées sans. 1,5 points par match. C'est pas très loin de 1,33 points par match sur le tiers 1. Voilà. Les orques, vraiment, pas de surprise. On les attend toujours à peu près là. Ils sont là. Il n'y a aucun souci. Ils performent évidemment toujours aussi bien dans les sorties. Et ils sont toujours aussi maladroits dans les touchdowns marqués. Donc voilà, une victoire et une défaite à chaque fois. Ça fait 1,5 points par match. On en est là. Les elfes noirs qui progressent aussi, notamment grâce à la performance excellente de Hoon et Fanny Valentine qui vraiment portent ce roster. Les autres, c'est un peu plus compliqué. 1,46 points, mais c'est beaucoup mieux que le 1,13 points du début de saison. Les morts vivants, par contre, ça baisse. Ils étaient le 3e meilleur roster sur le premier tiers de la saison. Là, ça perd énormément. Alors, il y en a pareil, 1,44 points, c'est vraiment très très bas. Et on verra plus tard dans les stats que finalement, ils ne sont pas si présents que ça, ni en termes de sortie, ni en termes de touchdown marqués.
c'est pas la joie. On peut dire que malgré le fait que le roster soit joué par certains vétérans comme Bosk, comme Kossus, ils ont énormément du mal à perfer. Alors Kossus s'en sort plutôt pas mal. Le roster performe grâce à Scriptim Kiss. Hein. Je disais que Scriptim, attention à lui. Et ouais, il est là, il est en passe aussi de se qualifier pour les playoffs. Mais derrière, voilà, ça suit pas. Le boss il déçoit, à part en termes de nombre de sorties, il déçoit quand même dans ses résultats. Donc c'est compliqué. Les unis représentés polyvalents, ça reste très stable. Hein, 1,4 points pris. Aussi bien Pedro Larraine que EDLR performent tant bien que mal. Ils sont pas loin d'être à la porte des playoffs, donc va falloir qu'ils remettent le bleu de chauffe sur la fin de saison s'ils veulent se qualifier, mais 1,4 points en moyenne par match, ce sera à mon sens pas suffisant pour se qualifier en playoffs. Donc faut qu'ils performent un peu plus, mais voilà, c'est très stagnant pour eux, pour les polyvalents. Les humains, alors c'était vraiment la cata sur le premier tiers. Ils s'en sortent un petit peu mieux avec 1,22 points en moyenne par match grâce à Larry. Larry qui est déjà quasiment en playoff. On peut dire qu'il est en playoff. Voilà, c'est grâce à lui que le roster humain survit parce que pour les deux autres coachs, que ce soit Velociraptor ou PJ, c'est vraiment très compliqué. Très très dur, il gagne quasiment pas de match, voire pas de match du tout. Hein. Johnny Velociraptor, c'était 5 défaites sur les 5 matchs joués du deuxième tiers de la saison. Donc voilà, les humains existent grâce à Alaric. Alors le roster qui déçoit, évidemment, c'est les nécromantiques, parce qu'il est joué quand même par des coachs expérimentés, d'un côté Actar, de l'autre. Bon, alors plus des noobs, hein, plus des bleus, Asmogi et Pagnol, hein, des mecs qui, ça y est, ils sont mis à faire des tournois, donc des mecs qui performent. Là, ils ont du mal, mais Actar aussi a du mal. 1,2 points pris par équipe et par match sur le deuxième tiers de la saison, c'est pas suffisant pour un roster très compétitif. Plus la saison avance. Et puis surtout, le roster qui a gagné les deux dernières éditions de la Lutescope. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal que les Nécros soient aussi bas. Et à mon sens, les deux équipes sont pas suffisamment compées pour perfer mieux sur la fin de saison. Donc, vraiment, ça va être un des rosters, sinon le roster le plus décevant sur cette saison, les Nécromantiques, malheureusement. Puis enfin, 4 rosters, pardonnez-moi, pour qui c'était vraiment la dèche, c'est-à-dire c'est les 4 rosters qui ont fait moins de 1 point en moyenne par match. Les Elf, pour qui c'était la plus grosse chute pour les rosters entre le premier et le deuxième tiers de la saison. Ils étaient à 1,5 points à l'issue de la 5e journée. Ils finissent à même pas 1 point, à 0,9 points par équipe et par match sur le deuxième tiers. Oui, les Elf, on sait que plus la saison avance, plus ça commence à devenir compliqué. Quand il y a plein de châtaignes, des tacles en face, ça commence à devenir dur. C'est très dur pour Nico qui fait quasiment rien, il fait du surplace, voire il tombe dans les abîmes. Et Martoni et l'UX, plus la saison avance, moins ils ont de chances de se qualifier en playoff. Ça commence à devenir vraiment très compliqué pour eux. C'est même pas sûr qu'ils se qualifient in fine. Faut qu'ils défouraillent tout sur le 3e tiers de la saison, sinon ça va être catastrophique et ça va être au revoir les playoffs pour Martoni et l'UX. Alors, les Minus, je les avais encensés sur le premier tiers de la saison. Ils étaient à 1-3 points. Là, évidemment, plus la saison avance, plus ça va être compliqué. Même si Poire Abricot nous sort des matchs quand même impressionnants. Hein. Vous avez bien vu son match contre Sebotono où il met un 3-1 à Sebotono. C'est incroyable. Bon, évidemment, Griff Oberwald et Racine Dutronc ont fait le job. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, les Minus... c'est 0,7 points en moyenne par équipe et par match. Forcément, il tombe dans les abysses du classement. C'est surtout Courchevel pour qui c'est dur. Il a pris 1 point sur les 5 derniers matchs. Même si en 12e journée, il vient quand même de gagner pas mal, bravo à lui. Mais quoi qu'il en soit, le deuxième tiers était catastrophique pour les Minus parce que même Abricot a eu du mal par rapport à ses résultats sur le premier tiers. C'est normal, encore une fois, ça reste des Minus. Donc forcément, ça tombe au niveau de la forme des équipes. Ensuite, les Hommes Lézards, alors là, c'est l'autre roster qui déçoit, mais c'était la catastrophisme, la catastrophication pour les Hommes Lézards. Il n'y a rien. Aussi bien Crouch, j'espérais beaucoup mieux de la part des Crouch que Aplo. Pareil, j'espérais quand même si c'est un nouveau à la vitesse, j'espérais qu'il
que avec un roster quand même compétitif, ils s'en sortiraient mieux. Non, c'est la cata. 0,6 points de prix par équipe et par match, c'est vraiment la dèche totale, ils n'y arrivent pas. Mais bon, c'est pas pire que les unis représentés agiles. Hein. Pixman et Yeti Six, les deux, c'est 0,3 points prix. Je crois qu'ils ont fait 2 matchs nuls sur la totalité des 10 matchs joués, sinon c'est que des défaites. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas perfer dans ces conditions-là. On va regarder en détail précisément ce qu'ils avaient fait. Ouais, c'est ça, c'est 3 points pris. Vous voyez, Pixman a fait 3 matchs nuls et Yeti Six que des défaites. Donc, voilà, que voulez-vous que je vous dise, c'est 0,3 points de prix par équipe et par match en moyenne sur le 10e tiers de la saison. Voilà, il y a les agiles, aussi bien les bas-fonds que l'Union Elfique ne sont pas là du tout. C'est fini pour eux, évidemment. Voilà, il faut sauver les meubles, faut sauver les apparences, faut sauver les meubles. Quand même, c'est vrai que c'est des rosters pour qui c'est compliqué à jouer, plus la saison avance. Mais quand même, les bas-fonds, ça reste un roster très compétitif à la Lutèce. Rappelez-vous, il y a 2 saisons, quand même, il perfait énormément. Pareil, l'Union Elfique, ça doit faire mieux que les malheureux 3 points pris en 5 matchs par Pixman. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment que les 2 coachs redressent la barre d'ici la 15e journée parce qu'ils vont être marrons, tout simplement. C'est lamentable. C'est un peu honteux en vrai. Hein. N'ayons pas peur de mots, c'est un peu honteux. Voilà, donc cette analyse de la forme des rosters étant faite, j'affiche aussi le tableau de Courchevel. Vous pouvez voir que sur les 10 journées jouées, parce que encore une fois, le tableau de Courchevel analyse les 10 journées, il donne une vision sur les 10 journées écoulées. Finalement, la forme des rosters, c'est à peu près équivalent par rapport à celle que moi j'affiche sur le 2e tiers de la saison. Évidemment, les renégats du chaos, globalement, sont un peu en dessous, forcément, puisqu'ils nous ont connu un 2e tiers de folie, mais un 1er tiers vraiment très, très moyen. Par contre, les Skaven et les Amazones sont devant, évidemment sont devant. Les nains du chaos, c'est très bien pour eux aussi. Et malgré une petite baisse de forme, les morts vivants quand même, les morts vivants sont aussi devant et ont sur les 10 journées jouées ont une très 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 bonne forme avec évidemment plusieurs équipes qui luttent pour les playoffs. Bon, mine de rien, sur le 2e tiers, parce que là on parle du 2e tiers, c'est les renégats du chaos qui sont le meilleur roster. Et tout ça, on va le voir dans les stats directement, on va voir stat par stat, on va voir que les renégats quand même ça défouraille bien, très bien même. Alors, je commence toujours les stats par les touchdowns, et pour cause, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est par là que tout passe. On marquait des touchdowns pour gagner des matchs, et si on gagne des matchs, la forme est bonne. Alors, au niveau des touchdowns, donc, on est à une moyenne de 1,19 touchdowns de marqués sur le 2e tiers. C'est bien mieux. On détruit vraiment la moyenne du 1er tiers. On était à 1,12 sur le 1er tiers de la saison. Et on dépasse même la moyenne du 2e tiers de l'année dernière. On était à 1,17 l'année dernière en nombre de touchdowns marqués par équipe et par match sur le 2e tiers. Là, on est à 1,19. Vous voyez que ça progresse quand même un petit peu. En gros, on avait marqué par coach sur les 5 derniers matchs l'année dernière 5,87 touchdowns de marqués. Là, on est à 5,98. Donc vraiment, vous voyez qu'on est presque 6 touchdowns de marqués par équipe et par coach sur les 5 derniers matchs. On était seulement à 5,6 touchdowns de marqués sur le 1er tiers de la saison. Donc vraiment, j'en suis ravi, ça performe très bien au niveau des touchdowns. Alors au niveau des rosters, pour le coup, c'est les Skaven qui dominent les débats, hein. Comme je le disais, forcément, une très très belle moyenne de points, donc forcément beaucoup de touchdowns de marqués. Ils sont à 1,83 touchdowns de marqués par équipe et par match en moyenne, ce qui fait une moyenne sur la totalité du 2e tiers de 9,16 touchdowns de marqués par équipe. Énorme, ça fait presque 10 touchdowns de marqués, presque donc 2 touchdowns de marqués par équipe
sur le deuxième tiers de la saison. Derrière, en deuxième place du podium, c'est les Renégats. On est là, les Renégats. On passe de presque rien à une moyenne de 1,53 touchdowns de marqués par équipe et par match. Et derrière, surprenamment, étonnamment, c'est les Elfes Noirs qui débarquent en troisième place du podium. 1,4 touchdowns de marqués. En vrai, les Elfes Noirs ont marqué en moyenne 7 touchdowns par équipe sur le deuxième tiers, donc 1,4 touchdowns par équipe et par match. La belle surprise, c'est évidemment les Renégats. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Bon, c'est évidemment dû à Ashram. soyons honnêtes. Alors, pour qui ça va pas du tout au niveau des touchdowns, les Minus. Une moyenne de 0,7 touchdowns de marqués par équipe et par match, soit 3,5 touchdowns, évidemment, puisqu'il n'y a que deux équipes, 3,5 touchdowns de marqués sur les totalités de deuxième tiers. Derrière les Humains, 0,8 touchdowns par équipe et par match. Et les Nécros, comme je disais, les Nécros, ça va pas du tout. 0,9 touchdowns de marqué, même pas un touchdown de marqué en moyenne par équipe et par match. C'est la cata pour les Nécros. Individuellement, plusieurs coachs sont à mettre en avant sur le deuxième tiers. D'un côté, Ared Lady, j'en parlais, ils avaient mis un 5-0 à Scarabée, donc forcément, Ared Lady, Nabolo et Nicap le propre également, 11 touchdowns de marqués pour ces coachs-là, donc pour leurs équipes. 11 touchdowns, ça fait une moyenne de 2,2 touchdowns par équipe et par match. Bravo à eux. C'est eux qui dominent les débats au niveau du scoring sur le deuxième tiers. On peut aussi citer Azroag et Slad Mortis et Bozo, qui sont seulement un touchdown des premiers, donc 10 touchdowns de marqués. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de scaven. Entre Arad Lady, Nabolo, Azroag, Slad et Bozo, il n'y a que Bud Milka et Imperator Day qui ont marqué moins de touchdowns que ces coachs-là. Mais bon, eux, ceux que je viens de citer, ils en ont mis entre 11 et 10. Donc énorme performance. Et de l'autre côté de la barrière, on a deux coachs qui ont mis un touchdown seulement. Aplo avec ces hommes lézards. Un touchdown avec des hommes lézards, les gars, en 5 matchs. C'est catastrophique. Et puis aussi, j'en parlais tout à l'heure, le Doug Grodznik, un touchdown en 5 matchs. Le Doug, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, mec? Que se passe-t-il? C'est pas possible. Alors, il y a quelques coachs à citer aussi qui n'ont pas fait beaucoup mieux de touchdowns. Je vais aller vite parce qu'ils sont pas mal quand même. Mike Brandt, Courchevel, de petits nouveaux PJ, Velociraptor, donc quelques nouveaux dans la vitesse pour qui forcément c'est dur quand la saison avance. Mais il y a aussi le Liquid Excuse avec des nains. Alors eux, ils ont une excuse parce que ils ont un match en moins puisqu'ils ont eu un abandon. Mais quand même, seulement 2 touchdowns de marqués par des nains. Et puis SSB, en tout cas, l'équipe de SSB n'a mis aussi que 2 touchdowns par match. Donc c'est un peu dur pour ces coachs-là et forcément ça se voit au niveau des résultats qu'ils ont fait sur le deuxième tiers de la saison. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc au niveau, voilà sur les touchdowns réalisés. Mais donc du coup, forcément, au niveau des défenses, c'est moins bien. Puisque si on a marqué plus de touchdowns, c'est que les défenses ont été moins bonnes. Donc je répète, on passe de 1,12 touchdowns encaissés sur le premier tiers de la saison à 1,19. Donc voilà, on se prend plus de touchdowns dans la tronche. Les défenses ont pris un coup. Mais bon, ça reste convenable. En réalité, ça reste convenable. Alors, il y a 3 rosters qui ont encaissé moins de 1 touchdown par équipe et par match. D'abord, toujours là, les Renégats du chaos. La meilleure défense sur le deuxième tiers de la saison, c'est les Renégats du chaos. Les Renégats, c'est quand même la deuxième meilleure attaque et la meilleure défense sur le deuxième tiers de la saison. Lorenzo Lamas, Saint Lorenzo Lamas, merci à toi. Ouais, on est là, nous, les Renégats. 0,73 touchdowns d'encaissés. On a encaissé au totalité, par équipe et par match. Donc, au totalité, les Renégats ont encaissé 3,66 touchdowns sur les 5 matchs joués. 3,66 touchdowns seulement. Énorme comme résultat. Bon, encore une fois, Ashram n'y est pas pour rien. Soyons honnêtes. On dépasse ceux qui étaient premiers jusque-là, à savoir les Nains du Chaos. On a une meilleure défense enfin que les Nains du Chaos. Les Nains du Chaos, quand même, restent à 0,8 touchdowns encaissés par équipe et par match, soit une moyenne totale de 4 touchdowns encaissés par équipe sur la totalité du deuxième tiers. Et derrière, un roster, encore une fois, multiple, qui, comme je disais tout à l'heure, progresse pas mal.
Les unis représentants athlétiques ou bagarreurs, 0,9 touchdowns d'encaissés par équipe et par match, 4,5 par équipe sur la totalité du deuxième tiers. Bravo donc à... Vous voyez, les bagarreurs sont là, hein, ils sont quand même solides. Par contre, les orques sortent du podium. Hein. Les orques qui étaient là jusque-là, une des équipes les plus solides en défense, ils sont plus là. Dans les abysses, dans les défenses poreuses, qui c'est qu'il faut mettre en avant? Les O-Elf. Les O-Elf, comme je disais, c'est la cata. Ils ont encaissé au total 10,5 touchdowns en moyenne par équipe sur la totalité du deuxième tiers. 10,5 les gars. 10,5, ça fait une moyenne par équipe et par match de 2,1 touchdowns. Alors évidemment, c'est Nico principalement qui est la cause principale de cette débâcle des O-Elf. Mais Martoni et Luix, c'est pas non plus la joie pour eux. Hein. Les Minus aussi, 1,9, presque 2 touchdowns, 1,9 touchdowns encaissés par équipe et par match. Eux, ils ont encaissé 9,5 touchdowns. Et derrière, en totalité. Hein. Et derrière, les unis représentants agiles, forcément, on va les retrouver assez souvent ceux-là. Mais ils font mieux quand même au niveau des défenses que les O-Elf et que les Minus. 1,7 touchdowns encaissés par équipe et par match, soit une moyenne de 8,5 touchdowns encaissés sur la totalité des 5 matchs joués. Individuellement, la meilleure défense du deuxième tiers revient en meilleur défenseur de la dernière Coupe du Monde, évidemment, il faut en parler. Dritz n'a encaissé qu'un touchdown sur les 5 matchs joués. Et ouais, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de surprise. Pourquoi il est en passe de se qualifier pour les playoffs? Parce qu'il a une défense plus que solide. Un touchdown encaissé sur les 5 derniers matchs. Dritz, c'est un super défenseur, on le sait. Voilà la preuve. Alors, il a eu du mal à démarrer avec son KO, mais le voilà parmi les premières places du championnat, avec du KO à souligner quand même. Et derrière, plusieurs coachs qui ont encaissé que 2 touchdowns sur les 5 matchs joués. Il y a Sebotuno, on a du KO, mais il y a surtout Ashram et Buckler et Yaouch. Bravo Buckler et Yaouch. Qu'est-ce qui se passe? Les abysses, c'est fini. 20 000 skulls sous le maire, c'est fini. 2 touchdowns d'encaissés seulement sur les 5 derniers matchs pour ces 4 coachs. Encore une fois, Sebotuno, Ashram, Buckler et Yaouch, la doublette. 2 touchdowns d'encaissés. Et par contre, ceux qui tombent dans les abysses et dans les 20 000 skulls sous la mer, on a Courchevel, le coach qui a encaissé le plus de touchdowns sur les 5 derniers matchs. 14 touchdowns encaissés par Courchevel, soit une moyenne de 2,8 par match pour Courchevel. Derrière, comme je disais, les O-Elf de Nico, 13 touchdowns, à un touchdown seulement de Courchevel. 13 touchdowns encaissés en 5 matchs, moyenne de 2,6. Et 2 autres coachs pour qui ça a été vraiment la cata sur le deuxième tiers. Fracasse d'un côté avec ses Nurgle et Velociraptor avec les humains. 10 touchdowns encaissés, soit une moyenne de 2 touchdowns par match pour ces coachs-là. Ouais, c'est dur pour eux. Franchement, c'est dur pour eux. Très compliqué. Donc voilà au niveau des touchdowns. Passons aux passes. Allez, on suit la ritournelle habituelle. Après les touchdowns, les passes. Voilà, les passes, que voulez-vous que je vous dise? Forcément, c'est la cata. On ne joue pas la passe cette année. Il y a moins d'équipes au elf, certes, il y a moins d'équipes au elf. L'année dernière, on était à une moyenne de 0,5, à la même période de l'année, hein, sur le deuxième tiers, 0,57 passes, pas touchdown, passes réussies par équipe et par match, soit 2,89, presque 3 passes de réussite par équipe sur le deuxième tiers. Là, on est à 0,4 par match, soit 2 passes seulement de réussite par équipe et par match sur le deuxième tiers. C'est bien moins que ce qu'on avait fait donc sur le deuxième tiers l'année dernière et bien moins que ce qu'on avait fait en début de saison. Sur le premier tiers, on était à 0,45. Là, on est à 0,4. Donc, on perd 5 centièmes, ce qui est beaucoup en moyenne. Au niveau des passes, on faisait 2,25 passes en moyenne par équipe et par match sur le premier tiers. On est à 2 passes seulement sur le deuxième tiers. Alors, au niveau des rosters, forcément, il y a les O-Elf et les autres. Les O-Elf font une moyenne totale de 8,5 passes par équipe, soit une moyenne par match de 1,7. Et derrière, pour vous montrer l'écart, c'est les unis représentés agiles qui font quand même quelques passes avec les Elfes Pro et les Bafans. 4,5 passes en moyenne sur la totalité des deuxième tiers pour les agiles, alors que les elfes sont à 8,5. Les agiles font 4,5, soit une moyenne de 0,9 passes par équipe et par match. Et derrière les humains qui font genre, ils sont là, avec une moyenne par match de 0,8 passes par équipe et par match, soit en moyenne totale
4 passes par match sur la totalité du deuxième tiers. Il y a quand même 2 rosters qu'il faut mettre aussi, alors pas en avant, mais il faut un peu leur taper sur les doigts parce qu'ils font 0 passe, mais vraiment 0 passe sur la totalité du deuxième tiers. C'est d'un côté les Lézards et de l'autre côté, nous les Renégats, ouais, on fait pas de passe. Nous, on marque des touchdowns, on fait des sorties, mais on fait pas de passe. C'est pas bien. Bon, après, peut-être qu'à cause de l'animosité, on n'en fait pas. Voilà, tout simplement. Et puis surtout, visiblement, on n'a pas réussi de lancer de gobelins parfaits. Parce que sinon on aurait eu au moins une passe. Alors en individuel, on aurait pu penser que c'était Martoni et Luix qui dominaient les débats parce qu'ils avaient fait beaucoup de passes sur le premier tiers de la saison. Là, ils se sont arrêtés totalement, ils sont même pas sur le podium. Non, c'est Nico qui fait 11 passes. C'est dommage qu'il ne concrétise pas ces 11 passes en touchdown parce que normalement un OL quand il fait une passe c'est touchdown derrière. Lui non, pas du tout. Derrière c'est Imuserg avec 9 passes. Alors Imuserg il s'amuse à faire des passes. Une passe 1,8 passes réussies par Imuserg par match. Nico est à 2,6 passes réussies par match. Et derrière, étonnamment, les Scaven de Azroek et Sladmortis s'amusent aussi à faire des passes. 7 passes réussies avec leur lanceur. Le lanceur Scaven, c'est quand même un très bon passeur. Hein. Donc 7 passes réussies, une moyenne de 1,4 passes réussies par match. Bravo donc à ces 3 coachs-là. Au niveau de ceux qui n'ont pas fait de passe, il y en a énormément. On ne va pas en parler, il y en a énormément. Donc ça ne sert à rien d'épiloguer parce qu'il y a plein de coachs qui ne jouent pas la passe cette année. Donc arrêtons-nous là au niveau des stats sur les passes. Parlons peut-être des interceptions et des déviations parce que c'est quand même intéressant. On a fait seulement une interception et une déviation sur le deuxième tiers de la saison. On était quand même à 3 interceptions et 2 déviations sur le premier tiers de la saison. Donc ça baisse drastiquement. Alors ceux qui l'ont réussi, c'est Chouf avec ses Amazones, une interception. C'est Fracas qui a voulu faire la passe avec ses Nurgle. Et Azroeg et Sladmortis qui ont réussi une déviation avec leur Scaven. Alors quand même, saison extraordinaire parce que l'année dernière, à la même période de l'année, sur le deuxième tiers, on avait fait 0 bulle, 0 interception, 0 déviation. Alors ok, il y avait beaucoup plus de O11, donc c'était beaucoup plus difficile d'intercepter ou de dévier les passes. Il n'empêche que là, on en est déjà à 4 interceptions sur 10 journées et 3 déviations, ce qui reste pas mal. Bon, après, la stat, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est pas là-dessus qu'on va déterminer la forme ou la méforme des coachs. On peut quand même dire qu'il y en a qui se font intercepter un peu trop, hein, Fracas. Hein. N'est-ce pas hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, il a arrêté la passe. Il a arrêté. C'est fini. Il fait plus de passe. Il fait plus de passe. Je pense que la dernière interception, ça l'a guéri. Bon, regardons maintenant ce qui nous intéresse vraiment, à savoir la baston, la bagarre, les sorties. Eh bien, en sortie, les gars, on est très bien. Excellent parcours, vraiment merveilleux parcours de tout le coach sur le deuxième tiers de la saison, bien meilleur que sur le premier tiers, et même meilleur que sur le deuxième tiers de l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, on est à 1,77 sorties par équipe et par match en moyenne sur le deuxième tiers. L'année dernière, à la même période de l'année, on était à 1,7 sur les 5 matchs joués. Encore une fois, je compare tiers par tiers, deuxième tiers de cette année par rapport au deuxième tiers de l'année dernière. On était seulement à 1,48 sorties sur le début de cette saison-là. Donc, il y a presque 0,3 points en moyenne d'écart. C'est énorme. En gros, on a fait 8,86 sorties par équipe par équipe, pas par match, par équipe sur le deuxième tiers de la saison. On était à 8,5 l'année dernière sur cette même période de l'année et on était seulement à 7,4 sur ce début de saison. Donc, énorme progrès au niveau des sorties. Ça a bien tapé. Les Sagouins sont sortis, les LUTC ont remis les points américains et ont ressorti les bottes cloutées. C'est très bien, c'est excellent. Alors, qui est devant au niveau des rosters? Forcément, vous le savez, c'est les Renégats. Ouais, nous on est là les Renégats, on bagarre, on tape, on cogne. Une moyenne de 2,66 sorties réalisées par équipe et par match. Au total, ça fait 13,33 sorties de fait par chacune des équipes de Renégats sur leurs adversaires. Vous êtes pris presque 13 sorties et demie au total par les Renégats. Vous preniez 2,66 sorties par les Renégats par match. Donc ceux qui ont fait moins, ils peuvent s'estimer heureux. Derrière, les Nains du Chaos, quand même, un roster bien bagarreur qui est là. 12,6 sorties, énorme chiffre au total.
12,6 sorties au total sur le deuxième tiers, donc une moyenne de 2,52 sorties par équipe et par match. Et derrière, grosse et belle surprise, les Scaven. Eh ouais, les Scaven, ça cogne quand même. Il y a des beaux Raogres avec des blocages qui sont apparus, qui ont popé un peu partout. Ah, Imperator Day, beau bébé que ton Raogre. 11,66 sorties au total pour les Scaven et donc une moyenne de 2,33 sorties quand même. Hein, donc pareil, les Scaven, ça cogne, hein, ça cogne pas mal. Bravo à eux, bravo. C'est étonnant quand même comme résultat. Et alors ceux qui ont mis des bandelettes ou qui ont rangé les points, les Hommes Lézards. Les Hommes Lézards, ils font en moyenne une sortie par match. Ouais, une sortie par match par les Hommes Lézards, en moyenne. C'est ridicule. On ne peut pas parfait dans ces conditions-là avec un roster qui est basé avant tout sur la rapidité des Skaven et la force destructrice des Saurus. Une sortie, c'est insuffisant. Ça fait une moyenne totale de 5 sorties au total sur le deuxième tiers de la saison. C'est pas possible. Après, derrière les Hommes Lézards, 2 rosters qu'on attendait à peu près à ce niveau-là. Les Slann, 1,16 sorties par équipé par match, 5,8 sorties donc au total. Et les Hauts-Elfes, 6 sorties au total par équipe, donc 1,2 sorties par équipe par match. Bon, c'est pas des rosters qui comptent sur leur puissance physique pour gagner, donc c'est normal qu'on les retrouve là. Le Homme Lézard, c'est beaucoup moins normal qu'on les retrouve en plus à la dernière place du classement au niveau des sorties. En individuel, c'est un Indicao qui domine les débats. Il a fait une 10e journée de malade. Je crois qu'il a fait 8 ou 9 sorties. C'est Magus. Au total, il a 18 sorties de réalisées. 3,6 sorties par match pour lui. Bravo Magus. Il a défouraillé, détruit ses adversaires. Énorme. Dommage qu'il n'avait pas aussi bien parfait sur le premier tiers de la saison parce que là, il serait dominateur, destructeur, bachelor pour l'instant de la saison. Il en est encore loin. Derrière, 2 coachs qui se tirent la bourre pour effectivement, eux, obtenir le bachelor, à savoir Bosk d'un côté et Mamet de l'autre. 16 sorties au total, 3,2 sorties en moyenne par équipe pour eux. Bravo, ils sont pas très loin de Magus. Et enfin, 3 autres coachs parce qu'il y a une doublette à la 3e place qui sont pas très loin de Bosk et Mamet avec 15 sorties au total, soit une moyenne de 3 sorties par match. Imperator Day avec ses Skaven, encore une fois, chapeau bas. Et puis Buckler et Yaouch, ça y est, comme je disais, ça y est, c'est le rendez-vous, le renouveau est là, le printemps brille, les oies se chantent, et Buckler et Yaouch sortent de leur grotte, ça y est, ils sont réveillés les mecs, et ils ont faim, et du coup ça cogne. 15 sorties quand même pas mal, hein, pas mal pour eux. Au niveau du bottom, au niveau des abysses, Delphonix, qu'est-ce qui s'est passé quoi là? Ok, tu joues Elfe Noir, mais une sortie en 5 matchs. Delphonix, une sortie. Une moyenne de 0,2 sorties par match. Une sortie avec des elfes noirs. Et tu m'expliques? Tu nous expliques? Tu sais, as le droit de lancer les jets de blocage aussi. C'est pas parce que tu joues elfes noirs que t'es pas obligé de lancer des jets de blocage. Hein. Réfléchis-y. Peut-être ça t'aidera à monter au classement. Oh, je plaisante. Parce que derrière, il y a des super vétérans qui ont fait que 3 sorties seulement. Une et Funny Valentine, encore une fois des elfes noirs, 3 sorties seulement de réalisées en 5 matchs, 0,6 par match. Et dans le même panier, on met Garden. Alors bon, c'est des Amazones, ok, mais quand même, 3 sorties seulement. Immuzerg aussi avec ses Amazones, 3 sorties seulement, mais aussi des Slann, des vétérans Slann, SSB et la Artis, enfin l'équipe de SSB et la Artis. Tout ça, ça fait que 3 sorties en 5 matchs. C'est famélique. Bon, ça démontre pourquoi certains ne perfent pas. Alors que d'autres, si, quand même. Une et Funny Valentine, 3 sorties seulement, mais ça ne les empêche pas de briller et de jouer les premiers violons à la ligue. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé de sortir des adversaires pour dominer les débats, quand même. Mais bon, c'est quand même faible, hein, 3 sorties en 5 matchs. Mais bon, Delphonix, il détruit toutes les stats à ce niveau-là. Une sortie en 5 matchs, Même moi, l'année dernière, en Union LFI, j'avais pas fait ça. Désolé. Bon, parlons peut-être des blessures. Les blessures subies, forcément, vous imaginez bien que si on a fait plus de sorties, c'est qu'il y a beaucoup plus de blessures subies par nos équipes. Évidemment, c'est le cas. 2,09 sorties subies par nos équipes
par match, ce qui fait un total de 10,45 sorties subies. Bah oui, parce qu'il y a eu des sorties subies sur agression, des sorties subies sur public, des sorties subies sur GFI raté, etc. 10,45 quand même. C'est bien mieux que les 8,73 sorties subies au total sur le premier tiers de la saison, soit c'était une moyenne de 1,74 sorties subies par équipe et par match. Mais c'est moins bien que sur le deuxième tiers de l'année dernière. L'année dernière, on subissait plus encore. On était à 2,12 en moyenne par équipe et par match. On est à 2,09. C'est presque équivalent, mais c'était plus. C'était 10,62 sorties subies au total par équipe sur le deuxième tiers. Là, on est à 10,45. Honnêtement, oui. Les Lutétiens ont enfin ouvert les vannes de l'hémoglobine, saignent enfin leurs adversaires. Ouais, c'est les compteurs, franchement, les compteurs sont explosés. Alors, qui sont ceux qui se sont fait le plus sortir les unis représentés agiles. C'est la cata. Yeti Six notamment, c'est catastrophique. 19,5 sorties au total de subis sur les 5 matchs joués, une moyenne de 3,9. Presque 4 sorties subies. Alors, en moyenne, par les deux équipes. Alors, c'est pas très grave en réalité pour les bas-fonds parce qu'ils ont plein de minus. Pour Pixman, c'est dur quand même avec ces elfes. 3,9, c'est lamentable. Les minus aussi, alors bon, c'est moins grave aussi pour les minus. 18 sorties subies au total en moyenne pour les deux équipes minus, soit une moyenne par match de 3,6 sorties subies. Et les hauts elfes, comme je disais, les hauts elfes sont parmi ceux qui sont pris le plus dans la tranche. 16,5 sorties subies quand même par les hauts elfes. Alors là, ça c'est les elfes, là c'est dur pour eux. Ça fait 3,3 sorties subies en moyenne par match pour les hauts elfes. Et là, cette stat-là, elle permet d'expliquer pourquoi c'est si dur sur le deuxième tiers de la saison pour les hauts elfes. Ils jouent à 11-12 maximum. Donc quand vous avez plus de 3 joueurs en moins sur le terrain pour les hauts elfes, forcément ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas perfer. Alors, à l'inverse, qui sont les plus résistants, les plus solides, ceux qui lâchent rien et qui ne sont pas fait marcher sur la tronche? Les renégats du chaos. Évidemment, encore eux, toujours là. Une moyenne de 1,06 sorties subies seulement par équipe et par match. Au total, 5,33 sorties subies. Au total, seulement. Alors, quand je dis sorties, c'est blessures. C'est pas seulement les sorties OD, c'est les agressions, c'est les sorties publiques, c'est tout ce que vous voulez, les GFI ratés, les sorciers, tout ce que vous voulez. 5,33 blessures. Je devrais parler de blessures. Blessures subies seulement par les renégats du chaos. Ouais, on est solide, nous, les gars. On est solide. 1,06 blessures donc subies par ce roster par match seulement sur le deuxième tiers. Et pour vous montrer la performance là au niveau de la solidité des renégats, c'est que le deuxième, c'est les orques. Et les orques sont à une moyenne de 1,46 sorties subies, blessures subies par équipe et par match. Nous, on est à 1,06. Donc il y a 0,4 points d'écart entre les deux. 7,33 blessures subies par les orques, alors que c'était le roster le plus solide jusque-là. Les renégats sont à 5,33. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On dépasse et allègrement donc les orques, et on dépasse allègrement le troisième roster le plus solide, à savoir sur le deuxième tiers, à savoir les morts-vivants. 8,6 blessures subies au total par équipe sur le deuxième tiers, 1,72 par équipe et par match en moyenne sur ce deuxième tiers. Individuellement, ceux qui en prennent le plus dans la tranche, comme je disais, c'est Yeti Six. 28 sorties subies, 5,6 au total. Alors même pour lui, même pour les bas-fonds, c'est dur. 5,6 sorties subies au total par match pour Yeti. 28 au total sur le deuxième tiers de la saison, c'est énorme. Derrière Poire Abricot, l'autre équipe qui joue des joueurs à 1 de force, 22 sorties subies, 4,4. Mais bon, ça n'empêche pas que Poire Abricot performe vraiment très bien. 4,4 quand même, ça fait mal par match de blessures subies. Et derrière, un haut elf, Nico, celui qui plombe les résultats. 21 sorties subies par Nico. Enfin, blessures, pardonnez-moi encore une fois. Blessures subies par Nico sur les 5 matchs joués. Il est à une blessure seulement de Poire Abricot, quoi. Nico, 21 blessures subies. 4,2 par match. 4,2 par match par Nico. Il perd presque... plus que de 4 elfes par match. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ces armures, c'est des armures en papier, quoi. C'est pas possible.
Par contre, qui ont été les plus performants, en tout cas les plus résistants, et là, je dois dire, je tire mon chapeau, bravo, Buckler et Yaouch. Eh ouais, les gars, eh ouais, comme je vous disais, les ours sont sortis de la cave et ça y est, ils ont faim, et puis surtout, ils sont solides, hein, ils ont la peau dure. 4 sorties seulement de subi, en tout cas, encore une fois, 4 blessures de subi par Buckler et Yaouch au total, une moyenne de 0,8 par match. Et derrière, un autre renégat, une sortie subie par match en moyenne, soit 5 au total. Et je suis rejoint à cette deuxième place par Zaiko, donc, en Khemri, Manu aussi en orc, et la Blatt malodorante aussi en orc, donc les orcs plutôt solides. Une sortie en moyenne subie par équipe avant match pour ces coachs-là. Mais bon, les premiers quand même, les plus solides sur le deuxième tiers, et là, bravo à eux, c'est Buckler et Yaouch. Hein. Bravo à ces coachs-là, et regardons les sorties publiques rapidement, parce que les sorties publiques, sur les sorties publiques, il n'y a pas grand-chose à dire. On fait 15 sorties publiques au total. Hein, toutes les équipes réunies, nous avons fait 15 sorties publiques sur le total du deuxième tiers. On était moins bien, on était à 13 sorties du public au total sur le premier tiers. On fait 2 de plus, quoi. On fait vraiment 2 de plus. Alors, qui sont les meilleurs? Les Amazones et les morts-vivants. On fait 3 sorties publiques au total. Aussi les orques, les humains et les elfes noirs, pareil. 3 sorties au total pour ces rosters-là. Alors évidemment, pour les coachs, il y a 2 coachs à mettre en avant. C'est PJ d'un côté et Scripting Kiss de l'autre, qui ont fait chacun 2 sorties publiques au total, hein, pour ces 2 coachs-là. Donc s'il y a 2 coachs à mettre en avant, c'est PJ et Scripting Kiss. Pas grand-chose à rajouter, parce que c'est pas non plus une stat qui était stratosphérique à analyser. On verra en fin de saison qui a eu le public le plus violent. Quoi qu'il en soit, on est loin des résultats de l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, Sobek avec ses nains, il était déjà à 8, quelque chose comme ça, à 8 sorties du public réalisées au total. Forcément, on sera très loin de ces résultats-là cette saison. Donc, public un peu moins, même beaucoup moins violent que l'année dernière quand même. Ça, c'est assagi. Le plan, le Prou est en place. Le Prou, je pense qu'il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose avec le public de la Lutèce, c'est plus possible. Et il est partout, ce mec-là. On en a marre. Et il est partout. Donc non. Faut que le public y mette du sien. Hein. Il y a des traditions Blood Bowl-esque qui ne peuvent pas se perdre. Hein. Le public, c'est le plus violent. C'est comme ça, chez nous. Hein. Nous, on a des ultra-violents et on aime ça, c'est tout. Bon, bref, arrêtons de dire des conneries. Passons aux choses importantes, chez nous en tout cas, à savoir les agressions, les crampons dans la face adverse. Et là, bravo les gars, rien à dire. 15 agressions en moyenne par journée, c'est un résultat énorme. 15 agressions en moyenne par journée. On fait beaucoup mieux que le premier tiers. On est à 75 agressions au total. Donc je disais 13 en moyenne par journée sur le premier tiers et 15 en moyenne par journée sur le deuxième tiers. Bon, après, c'est vrai que l'année dernière, sur le deuxième tiers, on était à bien mieux. On était à 19,4 agressions en moyenne par journée, alors même qu'on était, encore une fois, rappelez-vous, on était pas 4 coachs de moins. 4 coachs de moins, donc on avait une plus belle moyenne. Bon, il y avait plus de minus, j'avoue, il y avait plus de minus, c'est vrai. Mais bon, on joue petit bras quand même par rapport à l'année dernière. On est à 15 en moyenne par journée et on était à 19,4 l'année dernière. Donc, bon, les 75 agressions, c'est quand même pas mal. C'était 97 sur le deuxième tiers l'année dernière. Et donc, vraiment là, on est petit bras par rapport à l'année dernière. Alors, qui prend le lead au niveau des rosters? C'est les morts-vivants. Ils prennent le lead avec Bosque, hein, voilà, qui s'est dit tiens, je vais jouer le crampon d'or. Et les morts-vivants, c'est une moyenne équipée par match de 0,64 agressions réussies, qui donne un total de 3,2 agressions réussies par équipe sur le deuxième tiers. Il dépasse les Amazones de Immuserg, hein, Immuserg qui vraiment accuse le coup. Les Amazones, c'est 2,8 agressions réussies au total, soit une moyenne de 0,56 par équipe et par match. Les autres Amazones ne veulent pas trop agresser, donc il y a Immuserg et les petits copains ou les petites copines, mais c'est pas la même que les morts-vivants. Et derrière, un autre roster qui s'en sort pas si mal que ça,
les Scaven, parce que, in fine, quand on regarde aussi bien Bozo que Azroag et Slade Mortis, bah, ils veulent agresser un petit peu. Donc, ils sont à 2,5 agressions réussies au total sur le deuxième tiers, soit 0,5 par match. Donc, bravo à eux. De l'autre côté de la barrière, bah, les unis représentés agiles, zéro agression réussie. Qu'est-ce qui se passe? Les bas-fonds, qu'est-ce qui se passe? Les bas-fonds, ça agresse normalement? Bah, zéro, bulle, rien du tout. Et puis on a deux autres rosters qui ont fait qu'une seule agression, les nains du chaos et les slans, une seule agression réussie au total, pour ces deux rosters-là, sur le deuxième tiers de la saison. Une seule. Bon, c'est pas des rosters qui agressent non plus. Alors, au niveau des perfs, bah, j'en parlais, c'est évidemment Bossk, 9 agressions réussies, une moyenne de 1,8 agressions réussies par équipe et par match. Enfin, par équipe, forcément c'est la sienne, mais par match. 9 au total sur le deuxième tiers de la saison. Derrière, on a quand même Bozo qui avance pas mal, 7 agressions réussies au total, une moyenne de 1,4 par match. Et il est rejoint à cette deuxième place du podium par Nicap et le propre. Nicap et le propre, les champions, les meilleurs, les champions pour l'instant, en tout cas les premiers au classement, qui font quand même 7 agressions au total, pas mal aussi pour les Amazones. Donc quand je disais il y a Umuzarg et les autres, pas vraiment, parce qu'il y a Nicap et le propre quand même qui se mettent à agresser, et ils agressent même plus que Umuzarg sur le deuxième tiers de la saison. Umuzarg n'est qu'à 5 agressions réussies, donc une par match. Imuzerg, attention, parce que le prix du Corompan d'or, tu domines encore, mais ça y est, tu vas être rejoint très très vite, aussi bien par Boss que par Bozo, qui, je le sais, de source sûre, joue le Corompan d'or. Je te le dis, voilà, de face, tu me vois derrière la caméra, devant la caméra, je te le dis en face, tu vas le perdre le prix du Corompan d'or, si tu ne mets pas du sien, tu vas le perdre. Bon. Quoi qu'il en soit, ça c'était pour les agressions réussies, mais les agressions subies maintenant. Qui s'en est pris le plus dans la tronche? Forcément, les stats sont les mêmes. 75 agressions réussies au total sur le deuxième tiers contre 65 donc réussies, donc prises dans la tranche sur le premier tiers. On est loin de la moyenne de 19,4 agressions par journée réussies l'année dernière. Alors si vous voulez par match, on est à 0,25 agressions réussies par équipe et par match. On était à 0,21. Bon, c'est pas une stat qui dit grand-chose. Ça prouve bien qu'on est bien meilleur que sur le premier tiers de la saison. Alors, qui ont été les plus solides? Qui se sont fait le moins marcher sur la tronche? Les hommes lézards. Personne n'a marché sur les skinks. Zéro agression subie. Au moins ça à mettre dans l'escarcelle des hommes lézards, c'est qu'ils n'ont pas fait marcher sur la tronche. Zéro agression subie par les équipes hommes lézards. Donc les autres coachs lutétiens, j'espère que vous allez y remédier quand même sur le troisième tiers. C'est pas normal, quoi. Il y a des skinks à chasser là, c'est pas normal. Derrière les humains et les minus, une seule agression subie par toutes les équipes engagées, une seule agression sur la totalité des 5 matchs joués du deuxième tiers, aussi bien les humains que les minus n'ont subi qu'une seule agression. Derrière, qui se sont fait au niveau des rosters, qui se sont fait le plus marcher sur la tranche? Le OELF, 3,5 agressions subies par équipe sur la totalité du deuxième tiers, ça fait une moyenne de 0,7 agressions par équipe et par match. C'est énorme comme chiffre. Et les unis représentés polyvalents, bah oui, forcément des armures qui cracouillent un peu, aussi bien chez la noblesse impériale que chez les Norsk. 3 agressions subies au total par les équipes, ça fait une moyenne de 0,6 agressions subies par équipe et par match. Individuellement, il y aurait beaucoup de coachs qui ne sont pas fait marcher sur la tronche, ça ne sert à rien. En tout cas, sur le deuxième tiers, je ne vais pas en rajouter parce qu'il faudrait que je donne le nom de 20 coachs, donc ça ne sert à rien. On verra sur la totalité, dans une autre vidéo, sur la totalité des 10 journées jouées, qui a été le coach qui s'est fait le moins marcher sur la tronche. Quoi qu'il en soit, la stat intéressante ici, c'est les coachs qui se sont fait le plus marcher sur la tronche sur le deuxième tiers. Bah, c'est Nico. 6 agressions subies, 6 agressions prises, une moyenne de 1,2 agressions par match subies par Nico. Et ouais, Nico, les résultats sont là. Hein. Plein de touchdowns d'encaissés, plein de sorties subies, plein d'aggros subis. Et ouais, forcément, ça baisse au niveau du classement. Et il y a d'autres coachs qui, quand même, sont pas très loin de Nico, avec 4 agressions subies au total, sur une moyenne de 0,8 par équipe et par match. C'est Nabolo. C'est Botuno aussi, étrangement, les nains du chaos de Sebotuno sont quand même pris pas mal de crampons dans la tranche. Dritz aussi. Dritz, on n'arrive pas à lui mettre des touchdowns, donc on lui marche dessus.
et Pedro et Larraine, donc je parlais des unis représentés polyvalents, ils sont là quand même. Bah pareil, la noblesse impériale, c'est un roster pot de colle. À un moment, ils nous énervent, hein, les gardes du corps là et les domestiques sur qui qu'on n'arrive pas à suivre, qu'on n'arrive pas à mettre au sol. Donc dès qu'on en met un au sol, bam, on lui met un petit coup de crampon et on les calme direct. Et ben ouais, Pedro et Larraine, fallait peut-être pas jouer la noblesse. Bon, bref, tout ça, c'est bien joli, mais du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du facteur de violence? Facteur de violence, je répète, c'est quel est le coach tout simplement le plus violent de la Lutèce, non seulement au niveau des sorties OD, mais aussi au niveau des blocages bien sûr, mais aussi au niveau des sorties publiques et des agressions réalisées. Le mec qui cogne, avec tout ce qu'il a sous la main, le mec qui cogne. Alors là, la stat est belle, la stat est merveilleuse. Le résultat sur le deuxième tiers, global sur le deuxième tiers, il est extraordinaire. On est bien loin devant le premier tiers puisqu'on est à une moyenne de 2,07 points de facteur de destruction par équipe et par match. On était à 1,75 sur le premier tiers de la saison. Ça fait un total de 10,36 points de facteur de violence par équipe sur le deuxième tiers. On était à 8,7 sur le premier tiers. Pour rien de vous cacher, on n'est pas très loin, juste à quelques centièmes du deuxième tiers de la saison dernière. On était à 2,09 points par équipe et par match sur le deuxième tiers l'année dernière, soit 10,48 points au total par équipe sur le deuxième tiers. On est donc, je répète, à 10,36 au total, donc 2,07 par équipe. Vous voyez, à 2 centièmes près, alors même que l'année dernière, on avait bien parfait parce qu'il y avait 6 équipes minus. Donc c'est forcément plus facile de sortir des minus. Là, il y a moins de minus et on est presque au même résultat que le deuxième tiers de l'année dernière. Donc bravo, je dis chapeau tout simplement, chapeau les Lutétiens, que vous voulez que je dise. Quand vous faites des scores comme ça, des sorties et de l'hémoglobine qui est déversée de partout, moi je ne peux qu'applaudir avec les moignons qui me restent. Comme ça, j'applaudis sur la tête. Voilà. Alors, les rosters, ben forcément, vous vous y attendiez. Ils sont là, les représentants de Lorenzo Lamas. Les renégats du chaos sont là. 15 en facteur de violence. 15 au total. Ben forcément, on fait pas mal de sorties. Et on agresse aussi. 15 au total. Ça fait une moyenne de 3 points en facteur de violence. Donc 3 joueurs, tout simplement. 3 joueurs éliminés en moyenne par équipe et par match par les renégats du chaos. Voilà, 3 joueurs éliminés de n'importe quelle façon que ce soit, 3 joueurs d'éliminés. Donc si vous avez subi moins de 3 blessures contre les renégats, au total, hein, je parle de toutes sortes de sorties, eh bien, vous pouvez vous estimer heureux. Derrière, en deuxième place, un roster qui étonne, les Skaven. Et ouais, non seulement meilleur marqueur, mais aussi deuxième le plus destructeur, 14,16 points de facteur de violence, soit 2,83 points de facteur de violence sur les joueurs sortis. Alors attention, encore une fois, là je parle véritablement uniquement des sorties réalisées par le coach en question. Donc sortie au dé de blocage, sortie publique et agression. Je ne parle pas des GFI ratés par les adversaires, je ne parle pas des sorties que les adversaires se font eux-mêmes. Parce que ça, c'était dans la stat blessure subie qu'on avait vu ça. Là, c'est véritablement les coups de poing, les coups de pied, les coups de crampon des joueurs sur la pelouse adverse et du public adverse, forcément. Parce qu'il y a la sortie publique qui rentre dedans aussi. Donc les Skaven, deuxième place. Et à la troisième place, on les retrouve là, les morts-vivants. Bah forcément, eux, pas mal au niveau des sorties, mais aussi beaucoup d'agressions grâce à Bossk. 13,4 points de facteur de destruction ou de violence, soit une moyenne de 2,68 par équipe et par match. Très beau score, pas très loin des Skaven, mais quand même, les morts-vivants, comme je disais, c'est un peu moins la forme chez les morts-vivants. On aurait dû les retrouver à une bien meilleure place, en tout cas devant les Skaven. Je pense qu'ils doivent l'avoir verte, mauvaise de s'être fait dépasser par les Skaven sur cette stat-là. En tout cas, les renégats, eux, ils se font dépasser par personne, ça c'est sûr. Et qui est derrière les hommes lézards, hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des sorties réalisées. Le homme lézard, ils ont quand même un petit peu agressé. Ça fait 6 points seulement de facteur de destruction au total, soit une moyenne de 1,2 points par équipe et par match. Et 3 autres rosters, pardonnez-moi, parce qu'il y en a 2 qui sont à égalité. D'abord les Slann, forcément, c'est normal de les retrouver là. 6,2 points de facteur de destruction seulement au total.
1,24 en moyenne par équipe par match. Et à la troisième, avant-dernière place du podium, donc à la 14e place du podium inversé, hein, vous avez compris, Leo Elf et les unis représentés agiles, 6,5 points seulement au total de facteurs de destruction, soit une moyenne de 1,3 destruction adverse par équipe et par match. Encore une fois, ce n'est pas des rosters qui sont là pour détruire, encore que je suis un peu déçu, même très déçu des Bas-Fonds qui auraient dû normalement faire beaucoup plus d'agression. Individuellement, quel est donc le coach le plus destructeur sur le deuxième tiers de la saison? Bossk. Bossk, 26 points au total, 26 points de facteur de destruction. Le mec joue clairement le Bachelord, il joue le Crampon d'Or, donc c'est normal qu'il soit là. 5,2 points de facteur de destruction par match. Ça veut dire que Bossk, il a détruit 5,2 en moyenne joueurs adverses par match. Énorme comme résultat. Pour vous montrer la performance extraordinaire de Bossk, il faut dire que le deuxième, c'est Bozo. Il est à 19 points de facteur de destruction. Il est déjà à 7 points de Bossk. 7 points, c'est énorme, les gars. Il est à 19 points, donc 3,8 par match pour Bozo. Bossk est à 5,2. Énorme l'écart. Derrière, 4 autres coachs, dont une doublette. On en a déjà parlé. Mamet, forcément, il a fait pas mal de sorties. Comme Magus, le meilleur sorteur au dé de blocage. Et puis aussi, Nika Pellepropre, qui sont là quand même, parce que eux c'est plutôt les crampons qui mettent en avant. Mais 18 quand même. 18 sorties, enfin 18 points de facteur de destruction. Ça veut dire que Nika Pellepropre, par exemple, qui ont fait 7 agressions, 18, ça veut dire qu'ils ont fait quand même 11 sorties par Nika Pellepropre. Alors, je crois qu'ils n'ont pas fait de sortie publique ou très peu, donc ils ont dû faire 11 sorties quand même avec leurs Amazones. C'est quand même des mecs qui cognent. Mais ils sont qu'à la 3e place, 3,6 points en moyenne par équipe et par match, 18 au total de points de facteur de destruction. Bon, Bossk domine tout au niveau individuel sur le deuxième tiers. Derrière, pour qui c'est dur au niveau du facteur de destruction, Delphonix, hein, j'en parlais, il a fait une seule sortie, il a dû faire une agression, ça lui fait un total de 2 points de facteur de destruction, une moyenne de 0,4 par équipe et par match. Donc quand vous jouez contre Delphonix, normalement ça devrait bien se passer. Vous ne devriez pas perdre trop de joueurs. Après, il peut vous mettre des touchdowns. Mais normalement, pas besoin de mettre la peau. La peau, il peut rester à la maison. Il n'y a normalement pas besoin de le prendre. Bon, sur un malentendu, il peut vous faire mal, mais il a fait deux. Il a dégommé deux joueurs adverses sur les 5 matchs qu'il a joués, tout simplement. Voilà. Derrière, c'est SSB. En tout cas, l'équipe d'SSB, 3 points seulement de facteur de destruction, 0,6 par match. Et en ultième place, on retrouve 4 coachs qui ont fait que 4 points en facteur de destruction, 0,8 par match. On a Garden, Laertis, Owen Fanny Valentine et puis Nico, hein, des coachs qui ne sont pas, cette année en tout cas, réputés pour leur violence. Donc voilà au niveau des stats de la violence. À retenir, Bossk qui joue, au regard de ce qu'il a fait sur le deuxième tiers, il joue le plus gros destructeur, le Bachelord et le Crampon d'Or. Et puis aussi le meilleur chasseur, mais ça on en parlera dans une vidéo. Qui va l'arrêter, les gars? Qui va l'arrêter? Moi je ne joue pas contre lui, et peut-être tant mieux. Bon, allez, finissons avec des stats très intéressantes. D'abord, finissons cette première vidéo, bien sûr. D'abord, le public. C'est mieux c'est forcément mieux qu'en tiers 1 de cette saison. On est à une moyenne de 5316 spectateurs par équipe et par match sur le deuxième tiers. On était à 4740. Est-ce que c'est mieux que le deuxième tiers de l'année dernière? C'est un petit peu moins bien. On était à 5325. On faisait une meilleure moyenne l'année dernière par rapport au nombre de spectateurs. Mais bon, on n'en est pas très loin. 5316, ça reste quand même une belle moyenne. Au total, ça veut dire que les coachs de la Lutèce, au total, en moyenne, ont vu lors de leur match 26 583 spectateurs en moyenne par équipe. Au total, encore une fois, je parle au total, 5316 par match. On était à 23 700 en moyenne seulement sur le premier tiers de la saison. Mais bon, le deuxième tiers de la saison, on avait fait un petit peu mieux que le deuxième tiers de cette saison-là.
Alors, qui sont les rosters les mieux lotis? Qui sont les rosters les plus populaires? Les Amazones, forcément. Vous allez me dire, ouais, les Amazones, ça joue en petite tenue. Forcément, ça aguiche le spectateur. 6800 supporters par équipe et par match en moyenne pour les Amazones. Quand même. Bravo. Derrière, pour vous montrer l'écart de performance entre les Amazones et les autres, les Skaven, pour autant un roster super performant, 6166 supporters par équipe et par match seulement sur ce deuxième tiers de la saison pour les Skaven. Les Amazones sont à presque 7000, 6800. Pas de justice dans ce moment. Il n'y a pas de justice. Quand on lutte pour l'inégalité, on lutte pour l'égalité, l'égalité des sexes, l'égalité des genres. Et voilà où nous en sommes. Voilà la société moderne qui ressurgit sur le Blood Bowl. Moi, j'en suis contre. Je suis contre ça, les gens. Je suis contre ça, c'est pas possible. Surtout qu'à la troisième place, on a des petits barbus, les nains du chaos, 6160, donc à 6 supporters en moyenne de moins que les Skaven. Mais ils sont quand même à la troisième place du podium. Ils donnent la deuxième place aux Skaven pour 6 supporters en moyenne de moins que les Skaven. Par contre, c'est la débandade pour les unions représentées agiles. Ils n'intéressent personne. 3500 supporters en moyenne par équipe et par match. Ça fait presque 2 fois moins que les Amazones. Voilà. Personne ne veut regarder des elfes en collant et des hommes rats tout poilus. Tout le monde veut regarder les Amazones. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Les humains, avant-dernière place, là je suis le premier. Alors, je suis plus étonné en réalité, puisque ça y est, faut oublier les automatismes que nous avions avec la précédente version des règles du Blood Bowl. Les humains, ça y est, c'est plus le roster hyper populaire. Là, c'est parmi les moins populaires. 4133 supporters par match seulement pour les humains. C'est fini. Là, c'est vraiment... Ils sont dans les oubliettes. Et pareil, les nécromanciens et les unions représentées athlétiques, personne ne vient les voir ou presque. 4200 supporters par équipe et par match seulement. Bon, c'est quand même mieux que les unions représentées agiles. 3500, c'est vraiment catastrophique pour eux. Alors, quels étaient individuellement les rosters qui ont été les plus populaires, ou les coachs ou les équipes les populaires? Sobek, 8600 supporters par match pour Sobek. Au total, 43 000 supporters au total sur les 5 matchs. Et à la deuxième place, on a eu Nabolo en Skaven et Sebutono en Nain du Chaos. 8200 supporters, donc à 400 supporters quand même, en moyenne de moins que Sobek. 8200 supporters par équipe et par match. C'est un total de 41 000 supporters au total pour ces deux rosters. Sobek, Nabolo et Sebutono, c'est les 3 équipes ou les 3 coachs qui ont fait les seuls qui ont fait plus de 40 000 supporters au total par match. Donc, c'est eux qui ont fait une moyenne supérieure, les seuls qui ont fait une moyenne supérieure ou égale à 8000 supporters par équipe et par match. Et les bottoms, les moins bons, c'est des humains. Velociraptor et PJ, 2800 supporters par équipe et par match seulement. 2800, c'est la débandade totale. 14 000 supporters au total. 14 000, ça fait presque un quart de ce qu'a fait Sobek. Un quart presque. Et aussi Yeti Six, forcément je parlais des unions représentées agiles et des bas-fonds, mais aussi Fracas, étonnamment, seulement 3000 supporters en moyenne pour ces deux équipes, pour ces deux coachs, 15 000 supporters, donc presque aussi mal lotis que Velociraptor et PJ. 15 000, ça fait que 1000 supporters de plus que les deux que je viens de citer. C'est pas très aguicheur non plus pour les Norgul et les bas-fonds de Fracas et de Yeti. Allez, on finit cette vidéo par les gains et l'expérience. D'abord les gains. La logique est respectée. On a marqué plus de touchdowns, on a eu plus de spectateurs. Donc forcément, les gains n'ont cessé que de croître. On est à 65 100 pièces d'or par équipe et par match d'enregistrés en moyenne sur le deuxième tiers de la saison. On était à 58 766. Donc vous voyez, le gap est énorme. On fait évidemment mieux. Alors là, c'est surprenant, mais on fait évidemment mieux, et beaucoup mieux que le deuxième tiers de l'année dernière. On était à 64 517 pièces d'or de gagnées par équipe et par match. Donc on est à 500 de plus, 500 de mieux. Au total, les coachs ont fait
325 500 pièces d'or au total sur les 5 matchs joués. On était à 293 833 sur le premier tiers de la saison, cette saison-là. Et on était l'année dernière à 322 580. 589, 322, 589, on est à 325, 500. Donc vous voyez, on gagne beaucoup plus de pièces d'or, qu'on progresse pas mal au niveau des gains. C'est bien, ça annonce de beaux playoffs. Ça veut dire que les coachs ont de l'argent de côté et ça annonce des beaux playoffs. Alors, quel est le roster qui a gagné le plus de sous ? Le roster le plus populaire, évidemment, les Amazones. En moyenne, c'est 75 200 pièces d'or engrangées par les Amazones. C'est juste j'ai rien à dire, voilà. Donnez-nous de l'or. Donnez-nous de l'or à les Amazones. Égalité des genres, sinon c'est pas normal. Derrière, les Skaven, forcément, autre roster très populaire. Et les Renégats du Chaos, oui, par contre, ils ont pas énormément de public, mais ils ont marqué beaucoup de touchdowns. 13 333 pièces d'or engrangées en moyenne par équipe et par match par ces deux rosters-là. Et derrière, les morts vivants qui tirent un peu la tranche. Et les nains du Chaos, autre roster populaire, 66 600 pièces d'or. Mais vous voyez l'écart énorme entre les Amazones et les morts vivants ou les nains du Chaos. Par contre, de l'autre côté de la barrière, qui sont ceux qui ont gagné le moins de thunes ? Les unions représentées athlétiques, 55 250 pièces d'or en moyenne par équipe et par match. Bon, là, il y a une explication. C'est le match d'abandon par le Liquid et Squeeze avec leurs nains. Forcément, qui dit abandon, dit pas de gain de pièces d'or. Donc forcément, la moyenne, ça baisse. Vous voyez pourquoi je veux qu'il n'y ait pas d'abandon, même s'il vient d'y en avoir 2 sur la 12e journée. Parce que ça me fout en l'air à mes stats. Ils n'ont rien à faire là, les unions représentées athlétiques. C'est pas eux qui ont les plus mauvaises performances. Et pour autant, en termes de gains, c'est eux qui sont très mal lotis. Parce qu'il y a eu un match de moins. Donc forcément, ça baisse ma moyenne. Ça baisse leur moyenne en tout cas. Par contre, derrière, ceux qui arrivent là, c'est la logique à respecter. C'est les humains d'un côté, les unions représentées agiles de l'autre côté. Deux rosters vraiment en méforme totale. 58 000 pièces d'or en moyenne par équipe et par match sur ce deuxième tiers de la saison. C'est très très peu, même si c'est, encore une fois, c'est quand même 3 000 de plus que les unions représentées athlétiques. Et puis, un autre roster qui fait à peine mieux que les humains et les unions représentées agiles, c'est les nécros. 58 500 pièces d'or en moyenne par équipe et par match. 500 pièces d'or de plus seulement en moyenne par équipe et par match pour les nécros. C'est là qu'on voit aussi que les nécros ont vraiment du mal aussi sur le deuxième tiers de la saison. Alors ça, c'était collectivement par roster qui sont individuellement les Crésus du deuxième tiers de la saison. C'est Nabolo, 91 000 pièces d'or engrangées d'un côté, et Nicap et le propre à la deuxième place avec 90 000. À 1000 pièces d'or près, ils égalisent Nabolo, mais le Crésus du deuxième tiers, c'est bien Nabolo. Nicap et le propre à la deuxième place, et à la troisième place, c'est Sebotuno, mais il est bien loin derrière, c'est 83 000 pièces d'or en moyenne. Encore une fois, c'est des moyennes, moyenne par match, en troisième place de podium pour Sebotuno. Les moins bien lotis, forcément, à la 60e place, le Liquid et Squeeze, un match en moins, donc une recette en moins, 40 000 pièces d'or seulement pour le Liquid et Squeeze. Derrière, Velociraptor, 45 000 pièces d'or en moyenne par équipe, par match pour un Velociraptor. Et enfin, arrive avec 49 000 pièces d'or en moyenne par match, McBrand, PJ et Courchevel, qui font donc 49 000 en moyenne par équipe et par match. Donc, encore une fois, le Liquid Squeeze, Velociraptor, McBrand, PJ et Courchevel, ce sont les seuls coachs qui ont fait moins de 50 000 pièces d'or en moyenne par équipe et par match sur le deuxième tiers. Donc voilà en termes de gains. Et on finit cette première vidéo qui est déjà assez longue. On est à combien là ? On est à plus d'1 heure d'enregistrement. On finit par la stat essentielle, à savoir l'expérience. Est-ce qu'on a été mieux en termes d'expérience que le premier tiers de la saison, que le deuxième tiers de la saison dernière ? Oui, on a été mieux, je le dis tout de suite, on a été bien mieux forcément, on fait pas mal de sorties, on fait quand même bien mieux au niveau de touchdown. Ça y est, c'est bon, ça y est, les Lutétiens sont enfin mis dedans. Le deuxième tiers de cette saison-là qu'on vient de vivre, c'est 11,53 XP par équipe et par match en moyenne. On était à 10,8 en début de saison, donc presque un point de plus. Presque un point de plus en moyenne, c'est énorme. Et surtout, l'année dernière, on était à 11,50. Sachant que l'année dernière, c'était quand même une belle année au niveau de l'expérience des coachs. Rappelez-vous Mare Access, rappelez-vous toutes ces stars. Et on fait mieux. Sur le deuxième tiers, on fait mieux. Et surtout, c'était 11,5
en moyenne par équipe et par match d'XP fait, alors même qu'il y avait beaucoup plus de minus l'année dernière. Donc il y avait des équipes qui, quand elles jouaient les minus, faisaient pas mal de sorties, donc faisaient pas mal d'XP. Et là, on est mieux. Au total, le total des équipes le total moyen des équipes sur les 5 matchs joués, c'est 57,65 XP d'enregistré. Donc à vous de voir si vous êtes en deçà ou en dessous de ce résultat-là. On était à 54,01 en début de saison sur le premier tiers. Donc vous voyez, il y a 3 points au total, moyenne, en moyenne totale, 3 points de plus que le début de saison. Et on n'était pas très loin de ce résultat-là. On était à 57,53 points l'année dernière sur le deuxième tiers. Donc là, on fait mieux, vraiment mieux que le deuxième tiers de la saison dernière et que le premier tiers de cette saison. Alors, quel est le roster qui a fait le plus de pecs? C'est forcément, vous doutez, les Scaven, les meilleurs marqueurs et les troisième meilleurs sorteurs, les Scaven. 75,16 points au total de prix au niveau de la moyenne par les équipes Scaven. Ça fait 15,03 points par équipe et par match. C'est énorme. C'est énorme quand même. Plus que 15 XP en moyenne par équipe, par match. C'est quand même un sacré résultat pour les Scaven. Derrière, encore là, les Renégats. Toujours là. 69,66 XP au total pour les équipes Renégats. Ça fait 13,93 XP par équipe et par match. Et derrière, surprenamment, les orques. Mais ouais, parce que les orques, ça cogne quand même pas mal. 63,5 XP réalisés par le roster orc en moyenne au total sur le deuxième tiers. Ça fait 12,7 XP par équipe et par match. Bravo aux orques quand même. Voilà, on dit ils sont toujours quelque part par là, toujours assez stagnants au niveau des résultats, mais on les retrouve bien dans cette stat des XP. On sent qu'ils sont là et que ils vont y aller au playoff. Pas tous, mais quelques-uns vont y aller au playoff. Alors, qui sont les rosters vraiment les moins bien lotis? Les Minus. Les Minus ne font que 43,5 XP en moyenne au total par les deux équipes. Ça fait 8,7 par match en moyenne. C'est pas énorme. Après, les Minus, ils jouent pas sur l'XP, donc c'est pas très grave. Surtout que là-dedans, il y a aussi, moi, je compte l'XP réalisé au niveau des stars. Donc, les Griff Oberwald, les Morg, etc., etc. 8,7, c'est pas énorme, mais bon, on va dire, ils jouent pas là-dessus. Par contre, ceux pour qui le bas blesse, c'est les hommes lézards. Les hommes lézards, c'est 45 XP au total sur le deuxième tiers. Ça fait 9 XP par équipe et par match. C'est catastrophique. C'est deux équipes, les hommes lézards, qui vont jouer le bas de classement, les hommes lézards. L'année prochaine, il va falloir vraiment redorer le blason des hommes lézards parce que c'est pas possible. Et derrière, un roster qui se bat, mais qui n'est pas connu pour faire beaucoup d'XP, c'est les Slans. Les Slans, c'est seulement 48,8 XP par équipe, au total sur le deuxième tiers. Ça fait 9,76 XP par équipe et par match. C'est pas top non plus. Après, aussi, les Slans sont connus pour pas faire énormément d'XP. Donc, c'est peut-être normal. Mais bon, c'est pas non plus une stat énorme pour eux. Alors, individuellement, qui sont les grands gagnants du deuxième tiers? C'est Nabolo. Nabolo, il a tout dégommé, tout défouraillé, 83 XP. Le roster le plus expérimenté sur le deuxième tiers, c'est celui de Nabolo. 16,6 XP en moyenne par match pour Nabolo. Derrière, c'est un autre Scaven, Aredele Eddy, 83. Donc, ils sont à 1 XP de Nabolo. 1 XP de Nabolo, 83 points, ça fait 16,4. Et à la troisième place, encore un Scaven, Bozo, 78 XP au total, soit 15,6 par match pour Nabolo. Donc, les autres coachs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez avoir des équipes bien expérimentées, jouez Scaven l'année prochaine. Parce que 3 Scaven aux 3 premières places du podium sur le deuxième tiers de la saison. Énorme quand même, énorme. Et maintenant, qui ont été les cancres? Qui ont été ceux qui n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit avec leurs joueurs, qui prenaient le petit JPV et encore, tant que ça tombait pas sur un journalier, on priait le bon Dieu. Aplo a fait 31 XP sur les 5 matchs joués. 31 XP, ça fait 6,2 en moyenne par match. Ça fait une sortie, un JPV. Voilà ce qu'a fait Aplo. Bon, Aplo a marqué 2 touchdowns, c'est ça? Un touchdown, donc c'est vraiment... Faut qu'il redresse la barre. Heureusement pour lui, je sais qu'il l'a fait. Et J11 ou J12, il a gagné son match. Donc ça y est, enfin, Aplo réussit un peu à sortir de la tête de l'eau. Parce que là, 31 XP sur les 5 matchs joués sur le deuxième tiers de la saison, c'est catastrophique.
L'autre grand perdant, c'est SSB, où encore une fois, l'équipe de SSB, 33 XP seulement, à 2 XP près de Aplo, 6,6 XP par match pour l'équipe de SSB. Et enfin, Courchevel et le Liquid Squeeze, on les retrouve ceux-là. Bah, ils ont un match en moins, forcément. Donc voilà, 36 XP seulement de réaliser pour Courchevel et le Liquid Squeeze. 36 XP, bah, c'est pas énorme. Mais même pour des nains, même en 4 matchs, c'est pas énorme. 36 XP, ça fait 7,2 en moyenne par équipe et par match pour Courchevel et le Liquid Squeeze. Bon, voilà. Donc voilà au niveau des stats générales. S'il y a des choses à retenir, évidemment, pour faire un petit récap, c'est qu'on fait bien mieux que le premier tiers de la saison. On fait bien mieux. On fait sur quelques stats bien mieux que le deuxième tiers de la saison dernière. Hein. Si on compare les stats, on est quand même meilleur que alors pas sur toutes les stats, mais sur les stats essentielles, on est quand même meilleur que le deuxième tiers de la saison dernière, alors même qu'il y avait des minus l'année dernière. Donc on pouvait mettre plus de touchdowns, on pouvait faire plus de sorties, etc. etc. Donc bravo aux Lutétiens. Et puis on retient naturellement la forme incroyable sur le deuxième tiers des Skaven, des Amazones et des Renégats qui se réveillent. Et la forme catastrophique évidemment des Hauts-Elfes, des Unions représentants agiles surtout, et puis aussi des Nécros et des Hommes Lézards pour qui c'est vraiment très dur. Et on ne les attendait pas là, ceux-là. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Voilà, j'en termine là cette première vidéo qui est déjà très longue. On va regarder dans une deuxième vidéo qui va suivre, alors pas immédiatement, mais qui va suivre dans les jours à venir, encore une fois, l'analyse des 10 journées écoulées. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 journées? En tout cas, les stats sur les 10 journées écoulées. On va les comparer aux 10 journées de l'année dernière. Et puis une troisième vidéo où je vais faire une analyse rapide mais individuelle de chacun des coachs, des performances de chacun des coachs. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines aventures de l'After Lutèce. J'en termine là pour cette vidéo. Allez, à très bientôt. Et peignez bien, les gars. Peignez bien parce que nous, on kiffe ça. Hein. On kiffe ça, jouer du passo. Et puis surtout, faites beaucoup de 6 et beaucoup d'agression. Je vous embrasse tous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Vive la Lutèce.